C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Être un parent pour l'enfant de mon partenaire à un moment de sa vie où il cherche à exprimer sa propre identité dans le monde. Il faut vraiment essayer de faire preuve de tact et s'assurer que chacun se sent représenté de manière démocratique. C'est une véritable aventure diplomatique. La famille recomposée est un défi émotionnel, pour les parents comme pour les enfants. T'étais peut-être fils ou fille unique, et puis tout d'un coup t'as une fratrie, et puis t'étais pas au courant, et puis c'est des gens que tu connais pas. Des gens qui ne se connaissent pas, soudain réunis sous le même toit. Comment est-ce que ça peut marcher ? La famille est une construction que nous fabriquons nous-mêmes. Pour moi, une famille recomposée, ça a toujours été la continuation d'un voyage personnel de famille qui souvent s'est interrompu avec un divorce ou une séparation ou autre, ou un drame dans la vie. Mais qu'on veut recontinuer avec une autre partie de la famille, un peu comme un voyage qu'on fait en bateau, et puis on débarque une partie de l'équipage, et puis on accueille d'autres personnes, et puis on continue le voyage ensemble. Des fois, on change de direction, mais pour moi, c'est toujours ça un peu l'idée. Cookie Calcaire est dessinateur de BD et auteur de romans graphiques. Il est français et vit à Barcelone. C'est son histoire familiale qui l'a conduit ici. Ou plutôt, l'histoire de sa famille recomposée. Et il l'a dessinée. Mon travail, et je trouve ça important de parler de nos familles parce que je pense que j'ai souffert de pas en avoir assez parlé avec la mienne au début, que je veux donner aussi une image positive de famille recomposée, de famille brisée, de famille un peu bancale, de famille un peu atypique. Les lecteurs de ses romans graphiques connaissent aussi sa famille, sa femme et son fils. Cookie Calcaire écrit et dessine de façon autobiographique. Ce sont presque toujours des thèmes personnels, mais pertinents socialement. Son dernier album parle de cet art difficile, devenir une famille. Tout commence en 2016, lorsque le père de Cookie, avec lequel il n'avait plus aucun contact depuis des années et qui avait depuis longtemps fondé une nouvelle famille, est victime d'un AVC, avec des séquelles importantes. Il perd l'usage de la parole et il ne peut quasi plus prononcer qu'un seul mot. Merveilleux. Ce sera le titre de ce roman graphique. Du coup, les premières années, on a vécu avec mon père qui lui, quand il s'exprime, répète en boucle le mot merveilleux. Mais qu'il soit content, neutre ou fâché. Donc des fois, tu peux avoir une engueulade avec mon père où il va te dire « merveilleux, 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 très bien, merveilleux ». Et pour moi, c'est le double sens de comment toute cette aventure familiale a été à la fois un défi monumental et douloureux, et à la fois merveilleux au sens, il y a plein de choses qui se sont très très bien passées. Ce père est encore à l'hôpital quand Cookie Calcaire comprend qu'il doit s'occuper désormais non seulement d'un père handicapé, mais aussi de sa demi-sœur cadette, Lou, issue d'un second mariage de son père et dont il ne savait presque rien. J'avais très peur de me dire je vais me retrouver à m'occuper de mon père handicapé, je vais me retrouver à m'occuper d'une adolescente en crise d'adolescence. Et je voyais que les sacrifices et les côtés négatifs. Et finalement, c'est pour ça que je voulais faire le livre aussi, c'est que ça m'a apporté énormément et ça nous a apporté en tant que famille énormément de choses positives. Là, effectivement, moi, je pense que la chance qu'il y a eu, c'est que j'étais déjà papa, donc j'étais déjà dans une période de ma parentalité. Donc la question, c'était est-ce que je suis prêt à en donner plus ? Est-ce que je suis prêt à donner plus ? Évidemment, je suis passé par la phase de est-ce que mon père le mérite ? Est-ce que mon père aurait fait la même chose pour moi ? Sans doute oui. Mon père m'a quand même élevé
jusqu'à mes 13 ans. Cookie est né en 1983. Il se décrit comme un classique enfant du divorce. Il ne voyait son père qu'une fois tous les 15 jours. Famille recomposée, à l'époque, le mot était encore inconnu. Moi, je me souviens qu'à l'école, quand j'étais petit, j'étais le premier enfant divorcé de la classe. Et j'avais des parents qui avaient dit à leurs enfants de plus jouer avec moi parce que je pense qu'ils considéraient ça comme « Ah, ça va être instable ». Et j'étais plus invité à jouer chez des copains parce que j'étais enfant de parents divorcés. Ça, je me souviens que c'était très dur. Il veut faire les choses autrement. Il a quitté le Canada, où il vivait alors, pour revenir en Europe avec sa femme Elsa et leur petit garçon Léon. Depuis, il s'occupe de son père et de sa nouvelle sœur. En couleurs vives, avec des images dynamiques, il raconte leur rapprochement, leur nouvelle familiarité et les responsabilités, mais aussi les crises qui vont avec. Je pense que c'est vraiment un temps très important et un exercice de communication. Encore une fois, de rejoindre le bateau plus tard dans le voyage, là, de devoir bien communiquer où est-ce qu'on va, c'est quoi nos valeurs, pourquoi on est parti, à combien on est, etc., etc. En ce moment, la famille s'occupe de faire venir le père de Cookie, le grand-père de Léon, et sa demi-sœur Lou, en Espagne. Avec ta fille ? Un déménagement est prévu. Ça a vraiment rapproché énormément de notre famille et ça a réparé énormément de choses qui fonctionnaient plus dans notre famille et dans les rapports, puisque je pense que mon fils aurait jamais eu de relation avec son grand-père s'il n'y avait pas eu cet accident, en fait. Son fils et sa femme l'ont aidé à créer cette proximité avec leur nouvelle famille. Une famille recomposée, c'est d'abord une question de communication, peu importe le nombre de mots dont on dispose. Ma petite sœur était venue, c'était notre premier Noël. Je trouvais ça beau, l'idée de se garder ce symbole-là. Et du coup, j'ai fait écrire à mon père, à la main, le mot merveilleux. Et on se les fait tatouer tous, donc mon père, ma petite sœur et moi, sur le corps. Ah oui, c'est là. Les vieilles blessures peuvent guérir et laisser naître quelque chose de nouveau. Dans le quartier de Hackney à Londres, vit une famille recomposée dont la maison se distingue déjà de l'extérieur. C'est une famille non traditionnelle et une maison familiale pas traditionnelle non plus. Nous vivons ensemble comme deux familles. C'est une prise de position sur qui vous êtes et sur ce en quoi vous croyez. Faire des choix inhabituels rend vulnérable. Opter pour une famille recomposée reste inhabituel. Nous nous sommes sentis assez rebelles, car tout le monde autour de nous n'était pas aussi positif à l'égard de notre famille recomposée. La maison aux deux pignons, symbole de cette famille patchwork, a été construite par Graham Williamson, architecte, et Melanie Muse, designer. Il n'y a en réalité aucune différence extérieurement, mais de l'intérieur, il y en a une énorme. Je n'oublie jamais que nous ne sommes pas juste une seule famille. La décision de trouver un endroit où nous pourrions tous nous installer ensemble était liée à notre situation à l'époque. Mélanie et Graham ont tous deux perdu leur ancien partenaire, enlevé par un cancer. Ils se sont mis en couple il y a 10 ans. Chacun a porté une fille dans le couple. Cette réalité incroyable s'est imposée immédiatement. Nous étions tous les deux dans le même bateau. Ça semble un programme incroyable. La recette idéale pour un désastre. Oui, idéal pour un désastre. Construisons une maison là-dessus avec 2 enfants en deuil. À un moment, vous vous dites, je vais prendre ce que j'ai et on va déménager dans un endroit positif. Déménager ensemble, avec conviction, avec amour et avec de l'espoir. Ça marchera peut-être pas, mais nous allons déménager ensemble. Sauf que trouver un terrain à Londres, c'est pratiquement impossible.
J'ai dû passer des années à parcourir Londres à vélo les samedis et dimanches à la recherche de terrains vacants ou d'espaces qui pourraient peut-être accueillir une maison. En 2019, l'architecte tombe sur ce double garage dans le quartier de Hackney. Il faut sortir des sentiers battus. Graham voit un endroit minuscule et il se dit « ça va certainement marcher ». Mais c'était un garage, donc il y avait un risque à acheter le terrain sans vraiment savoir si nous pouvions y construire une maison pour nous quatre. Et ça a marché. 2 maisons qui n'en font qu'une. Ils ont emménagé il y a près de 2 ans. Aujourd'hui, la fille de Mélanie, Indy, a 17 ans, et Ayla, celle de Graham, a 20 ans. Nous étions un peu inquiets de la réaction des filles. Allaient-elles considérer cela comme un choix trop grave, un engagement trop fort? Elles étaient intéressées et intriguées par l'autre. Mais elles avaient aussi naturellement tendance à être sur la défensive, à cause de l'impact que cela pourrait avoir sur leur relation avec leurs parents restants. Découvrir que quelqu'un d'autre leur disputerait cette attention suscitait évidemment un certain scepticisme. C'était évidemment excitant, même si c'était un peu intimidant. Nous avons traversé ensemble de nombreuses étapes différentes dans notre vie. Nous sommes devenus comme... Oui, nous faisons tous partie de la même vie, de la même famille. L'avantage des familles recomposées, c'est que vous avez beaucoup plus de familles, même si vous perdez certains de vos proches. Malgré tout ce qu'ils avaient en commun, une chose était particulièrement importante pour leur famille: avoir des lieux où se retirer. Je pense qu'il y avait suffisamment d'espace pour que chacun décide. C'est ici que je vais passer mon temps, c'est ici que je vais m'installer, c'est ici que je vais lire, c'est ici que je vais regarder des films, c'est ici que je vais recevoir mes amis. Ce n'est pas comme si vous deviez rester dans votre chambre. C'est une forme d'intimité publique. D'une certaine manière, on est visible, mais on n'est pas complètement exposé. L'espace public est à l'étage. C'est une maison à l'envers. Je pense que c'est la différence essentielle. Le rez-de-chaussée est un espace intermédiaire, délibérément. Et cet espace intermédiaire est important du point de vue spatial, mais aussi d'un point de vue politique. Il crée une distance entre les membres de la famille. Ce n'est pas une structure étroitement soudée, on vit côte à côte plutôt. Cela fait donc en quelque sorte écho à la tension qu'il y a naturellement entre les frères et sœurs d'une famille recomposée et à ma relation avec la fille de Mélanie, ainsi qu'à la relation de Mélanie avec ma fille. Mon idée était de ne pas trop intervenir. J'attendais simplement qu'Ayla ait besoin de moi. Si elle voulait parler, j'étais heureuse de parler. Si elle voulait des câlins, j'étais heureuse de lui en faire. Je n'ai jamais vraiment fait le premier pas. Je ne pense pas que c'était conscient, mais j'ai fait comme ça. Et tu as été assez critique à ce sujet à un moment donné, n'est-ce pas? Tu m'as dit, tu pourrais être un peu plus active, tu es un peu trop passive. C'est vraiment une aventure diplomatique. Très politique, oui. C'est sans aucun doute la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Être un des parents de l'enfant de mon partenaire, à un moment de sa vie où les enfants cherchent à exprimer leur identité dans le monde, où ils cherchent à proclamer qui ils sont, comme une profession de foi. Être au milieu de ces années d'adolescence en tant que père qui n'en est pas un. C'est parfois difficile quand les gens nous disent « Va dire à ta mère et à ton père ce qui se passe ». Et qu'on répond « Et si nous, on n'a pas de mère ou de père ?» C'est un peu choquant et douloureux. Il y a le chagrin et tout le reste. J'essaye de dessiner des choses de mémoire. Là, c'était mon père qui me bordait dans mon lit superposé, dans mon ancienne maison.
Et je voulais juste mettre ça par écrit. C'est un souvenir que je voulais garder parce que je n'avais pas de photo. Dans cette maison jumelle rouge, il y a de la place à la fois pour le passé et pour la nouvelle vie de famille. Je pense que cela vous rend plus fort. Et vous n'avez pas besoin de construire votre maison pour cela. Aux autres familles recomposées, je dirais, restez fidèles à vous-même et ne vous cachez pas. Faites-en l'éloge et faites-en votre force. Les familles recomposées ne sont pas une invention récente. Elles existaient déjà avant, mais elles restaient souvent cachées. Je suis arrivé en Allemagne il y a 25 ans. Mais avant ça, je ne savais pas que j'avais de la famille allemande. C'était une grande découverte pour moi. Dario Aguirre est réalisateur de documentaires. Né en Équateur, il arrive en Allemagne à 19 ans pour étudier l'art et le cinéma. Il vit aujourd'hui à Hambourg. Et il vient de réaliser un film sur un chapitre longtemps caché de son histoire familiale, Wir die Wolfs, nous les Wolfs. De niño, si llegaba con malas notas a la casa, mi abuela me decía, no te olvides quién fue tu tatarabuelo. El genio Teodoro Wolff, un investigador alemán que hizo importantes mapas geográficos del Ecuador. Escuelas, calles, una isla, un islote y un volcán en Galápagos llevan su nombre. Hasta el octopus más pequeño del mundo le pusieron en su honor, Octopus wolfi. Dario Aguirre commence ses recherches. Son arrière-arrière-grand-père, décédé en 1924, a laissé derrière lui une famille de 5 enfants en Équateur et une autre famille en Allemagne. Mais cela est resté secret pendant longtemps. J'ai découvert ce livre en Allemagne. Et j'ai constaté que la version allemande de l'histoire ne parlait pas de la famille équatorienne. C'est ainsi que toute l'histoire a commencé. En Équateur, il fouille dans les archives, parle à des proches et rencontre un historien qui avait déjà écrit une biographie de Wolff en 1974. Celui-ci en est certain, la femme avec laquelle Wolff a eu des enfants était sa domestique Jacinta. Jacinta Passaguay es un bonito capítulo de la historia de Teodoro Wolff. Era de origen nativo, pues, ¿no? Y un capítulo hasta cierto punto romántico. Él la vio pasar por su casa, a lo mejor sin zapatos. Mon arrière-arrière-grand-mère était une femme indigène. Et elle a en fait été oubliée et effacée de l'histoire. Ce sujet n'a donc jamais été abordé. Et cela a éveillé ma curiosité. Avec l'aide de sa grand-mère, Dario Aguirre dresse un arbre généalogique familial. Que sait-elle de Theodor Wolff? Y Teodoro Wolff tuvo hijos con Jacinta Passaguay. Con Passaguay todavía. Uy, esta no era de que la pongas aquí. Pero Conocida. en realidad venimos de ella. De aquí. Claro, o sea, de Jacinta Passaguay con Teodoro Wolff. Pero es como que si... Pero ahí está claro, todo es familia. Y no vamos a meter esto aquí en la familia, pues, hijito. Pour beaucoup de gens en Équateur, il était plus facile de se considérer comme européen que comme autochtone. Et c'est lié à l'époque coloniale. Donc à cette idée de l'origine et de la valeur différente que chaque origine peut avoir, l'européenne et l'autochtone. Et en tant que famille, nous avons tous été confrontés à cela à travers le film. L'héritage familial, une hacienda à la périphérie de la capitale, Quito. C'est là que le chercheur vivait avec Jacinta et les enfants. Ce couple disparate ne s'est jamais marié. Elle meurt prématurément et Theodor Wolff accueille bientôt chez lui la sœur de Jacinta, Rosario. Un document révèle plus tard que Rosario est la mère de 3 des 5 enfants. C'est le seul document dont nous disposons qui indique que Theodor Wolff a eu 5 enfants en Équateur, avec 2 femmes, Jacinta et Rosario Passaguay. Ce fut pour moi une grande découverte.
Une famille recomposée. Autrefois, ça n'était pas rare. Mais l'histoire ne s'était pas arrêtée là. Du côté allemand, Theodor Wolff a rencontré Bertha Weber, en Équateur. Elle était allemande. Ils sont tombés amoureux. Et ils ont donc tous deux décidé de retourner en Allemagne. Theodor Wolff avait passé environ 21 ans en Équateur lorsqu'ils se sont rencontrés. Et une fois rentrés ensemble en Allemagne, ils ont eu 5 enfants. Il n'a jamais revu ses enfants équatoriens. Escribo al autor de la biografía alemana de Wolff y me pone en contacto con quien fue una fuente importante para escribir el libro. Úrsula, una bisnieta de Theodor Wolff en Dresde. Der Baum wird groß. Der Baum wird groß, ja. Theodora. So. Die Nachkommen in Deutschland haben das sehr, sehr lange gar nicht gewusst. Und als sie es dann erfahren haben, war ja erst nur von einer Tochter die Rede. Oder das wurde dann bekannt und man war sehr erstaunt und auch dann wurde es eigentlich noch totgeschwiegen. Also meine Großmutter hat diese Tochter in Ecuador bestimmt niemals als ihre Schwester empfunden. Das gefällt mir gut, das ist schön. Na gut, dann legen wir wieder dahin, wo er hingehört. J'ai rencontré énormément de personnes nouvelles du côté équatorien et aussi du côté allemand. Et on peut dire que c'est devenu une sorte de famille recomposée. Une famille qui inclut aujourd'hui ses ancêtres autochtones, tout comme l'arrière-cousine allemande Ursula. Les familles se recomposent à travers les continents et les générations. Je remarque qu'un processus d'apprentissage s'est développé chez elle, mais aussi chez moi. Un processus d'apprentissage qui, au final, pose la question suivante. Qu'est-ce qui compose vraiment la famille? Et au cours de ce processus d'apprentissage, j'ai compris moi-même que la famille était aussi une construction dont nous décidions nous-mêmes, et pas nécessairement une composition biologique. Set and match spite under the blind.